à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau avec Rudy pour cette deuxième partie de la rétrospective cinématographique de l'année 2022. Nous avions abordé lors d'une première partie les 10 films essentiels de l'année 2022 qu'il ne fallait pas louper. Nous allons à présent aborder tous les autres points, à savoir l'acteur et l'actrice de l'année 2022, les flops de l'année, les films français que nous avons sélectionnés pour vous, ainsi que les films 2023 que nous attendons impatiemment. Bonjour Rudy. Salut Aurore, comment vas-tu? Écoute, ça va. Prêt pour cette deuxième partie? Eh ben écoute, allons-y, hein. T'as bien En résumé. avant. Alors, très brièvement, on va parler de l'acteur et de l'actrice 2022 qui t'ont le plus marqué. Je t'écoute. Alors, acteur Bradley Cooper dans le film Nightmare Alley dont on a parlé dans le top des 10 films. Pourquoi? Parce que en fait, Bradley Cooper, son personnage dans le film passe par plusieurs états différents et le personnage du début du film n'est pas le même que celui du milieu et celui de la fin. Et à chaque partie de ce film, chaque évolution de son personnage, il est tout aussi crédible et criant de vérité. Donc pour moi, c'est une prouesse qui a été d'ailleurs saluée par les professionnels en disant que Bradley Cooper avait peut-être réussi la plus belle performance de sa carrière d'acteur, et on sait déjà très long. Et pour l'actrice de l'année? Carey Mulligan, qui a joué dans le film She Said, qui est l'une des deux journalistes. Carey Mulligan que j'avais adoré dans Promising Young Woman dont on avait parlé l'année dernière. En 2021. Et exactement. Et donc c'est une actrice qui a en elle une certaine aura, un certain charisme. Et c'est pas une actrice qui est réputée pour sa beauté, mais qui arrive à envoûter le téléspectateur parce qu'elle arrive à te faire pénétrer à l'intérieur de ses entrailles et elle a un jeu très très viscéral, très sincère. Et c'est ce que j'aime chez elle, c'est cette ambivalence entre d'un côté sa force, c'est un personnage qui est souvent fort, en tout cas dans ses films, et qui en même temps peut éclater en sanglots d'un moment à l'autre parce que tu sens aussi une fragilité derrière qui est très belle. Et c'est justement cette ambivalence entre les deux qui font d'elle une actrice qui est pour moi en tout cas irrésistible. Carrément. Alors, sans plus tarder, nous allons parler à présent des films français qui ont retenu ton attention, Rudy. Dis-moi Oui. plus. Alors, il y en a 4. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais dans le cadre d'une émission, on ne peut pas te parler non plus de tout. Donc, ces 4 films. Bon, on va commencer par... Allez, je te laisse décider. Eh bien, j'ai envie de parler de Simone. Simone. Donc, c'est un film qui retrace la vie de Simone Veil. C'est un biopic. Avec Elsa Zilberstein. Voilà, qui joue le rôle de Simone Veil adulte, entre guillemets. Tout à fait. Voilà, à partir de 34 ans jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a beaucoup de prothèses pour que ce soit crédible à l'image. Et il y a Rebecca Marder qui joue le rôle de Simone Veil quand elle est plus jeune. Et d'ailleurs, cette actrice, je l'ai trouvée phénoménale dans ce film. Elle vole limite la vedette à Elsa Zilberstein, justement. Alors, Simone, de quoi ça parle? Tout simplement de la carrière politique de Simone Veil, de son enfance dans les camps. Voilà, de son enfance effectivement dans les camps de concentration, bien sûr, qui est un élément qui est fondamental dans le film. Et d'ailleurs, le film est divisé en 2 parties, puisqu'il oscille à chaque fois entre le moment présent, donc au niveau de sa carrière politique, et des flashbacks à chaque fois sur ce qu'elle a vécu dans les camps. Et en fait, tout le film, on fait des allers-retours constants entre un moment, voilà, le moment actuel et le moment dans les camps. Et donc, c'est 2 films en un film. Donc, c'est une œuvre qui est très généreuse d'Olivier Dahan, qui s'est beaucoup appliqué. C'est lui qui a écrit aussi le scénario, donc il a mené ce projet de bout en bout. Il est très bon dans ce genre de film. Il est très bon dans ce genre de film. C'est pas la première fois qu'il fait un biopic au cinéma. Et je dirais que le film, globalement, est assez réussi, très généreux. C'est un film qui est très touchant, qui est très poignant aussi, qui est un film qui est dur, psychologiquement parlant. Et en même temps, ce film-là a quand même quelques défauts. Et heureusement qu'il a des moments de fulgurance du bon côté, parce que si on restait sur ces quelques défauts, je pense que ça aurait été un mauvais film et que ça n'aurait pas eu le succès, en tout cas, qu'il a connu lors de sa sortie dans les salles. Alors, les défauts, on peut en parler. En fait, le problème qu'a Olivier Dahan, c'est qu'il essaye de tellement démontrer les choses, il est tellement démonstratif dans sa façon de réaliser ce film, dans ses plans, dans sa musique, qu'il en fait des caisses. Il en fait trop. Et le problème, c'est que quand t'en fais trop, t'affaiblis en fait ce que tu cherches à dire, ce que tu cherches à montrer. Et le problème, c'est qu'il se tire une balle dans le pied tout seul parce qu'il va rajouter de la guimauve sur quelque chose
qui est déjà suffisamment triste pour que tu rajoutes et que tu ressortes des violons derrière. T'as pas besoin, en fait. T'as pas besoin. Il y a des situations où t'as pas besoin de parler. Tu as juste le silence, le regard de l'actrice, et tu comprends ce qui se passe. Et lui, il est dans un style qui est, encore une fois, je le répète, trop démonstratif, et du coup, J'ai ça besoin dessert le d'expliquer. propos. Voilà, t'as pas besoin. Il y a des choses que t'as pas besoin. Sois plus subtil. S'il avait été beaucoup plus subtil, je pense que le film aurait été vraiment un vrai chef-d'œuvre. Pour le coup, ça aurait été le film de l'année. Et en l'occurrence, c'est un film qui a bien marché au cinéma, donc c'est un film Mais il est incontournable. sorti tard. Il est sorti tard, effectivement, mais c'est un film qui a bien marché, qui a dépassé les 2 millions d'entrées. Mhm. Donc voilà, donc c'est un bon film globalement qui a été salué par la critique presse et spectateurs comme étant un bon film. Mais encore une fois, il y a ces défauts qui nivellent vers le bas. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a une séquence jouée donc par Rebecca Marder qui va jouer à un moment donné une scène d'hystérie où elle fait une crise. Alors, cette scène, on la voit au début du film où elle a du mal à dormir dans un lit parce que bah, forcément, dans les camps, elle dormait limite Traumatisé. par terre, où Mhm. c'est des trucs sur de la pierre, il n'y avait pas trop fort, il y avait rien de tout ça. Et le fait d'être revenue à une vie normale, elle n'arrive plus à dormir dans un lit. Donc, elle a Mhm. besoin de se mettre par terre, de dormir allongée sur le sol, même si elle a mal, elle est dans une situation confortable à ce moment-là. Cette scène est très forte. Elle est très importante aussi. Et dans le film, il y a une autre scène qui est exactement à l'identique, où là, elle va commencer à faire ah, hurler dans tous les sens, à crier, à gigoter. Et en fait, cette scène ne sert à rien parce qu'on est dans une caricature, on est dans quelque chose de hyper exagéré et ça n'apporte rien au film. Limite, c'est presque gênant. Alors que c'est censé être quelque chose de fort, de puissant, qui prend aux tripes. J'avais juste envie de rigoler en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, en fait? Là, ça m'a sorti du film. Il y a des moments, voilà, par intermittence dans le film, des séquences comme ça, où tu sors du film, où tu te dis, non, c'est pas possible, ça va trop loin. C'est mal dosé. C'est Voilà. C'est un exagéré. peu le, Mhm. ouais, c'est exagéré, t'as pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Le sujet est suffisamment grave en lui-même. Alors, on a reproché aussi à ce film de ne pas suffisamment parler de l'IVG, des combats politiques de Simone Veil, même si on en parle, hein, on Mhm. en parle quand même tout le film, mais il y en a qui disent on parle trop de la Shoah. Il y a trop de Shoah et pas assez d'IVG, pas assez de combats politiques, pas assez de victoires politiques, etc. Et moi, je trouve que de ce côté-là, le film est bien équilibré. Et les séquences qui sont dans les camps de concentration sont vraiment des séquences terribles, très dures, très poignantes. Et bravo à Olivier Dahan parce qu'il a dû voilà, faire un voyage dans les méandres de ce qu'il peut y avoir de pire. Et il le raconte avec beaucoup de sincérité et beaucoup de générosité. Donc bravo à lui. C'est Voilà ce qu'on pouvait normal que dire sur quand il y ce. a des passages qui mettent mal à l'aise, on a souvent envie de les occulter. Mais bon, c'est le problème français en général. Parenthèse. Le second film français que nous avons sélectionné, c'est Compromat. Je t'écoute. Alors Compromat, eh ben, c'est un film qui repose principalement sur un acteur. Et quel acteur? Cet acteur, c'est Gilles Lelouch. Mhm. Il tourne sans arrêt. Bac Nord, pour moi, c'était une révélation. C'est un acteur que j'aime beaucoup au demeurant, mais j'ai trouvé que dans Bac Nord, c'est devenu pour moi une star avec ce film. Mhm. Tellement il était, encore une fois, criant de vérité, tellement il était viscéral dans sa façon de jouer. Je l'ai adoré dans Bac Nord. Et donc, je suis allé voir Compromat parce que j'avais l'impression qu'il jouait un rôle un petit peu similaire d'un type qui va subir une injustice terrible. Donc, en fait, l'histoire, c'est que lui, c'est un, voilà, il vit, c'est un expatrié hein, qui vit en Russie, en Mhm. Sibérie, et à un moment donné, bah Il les, dérange. voilà, il va déranger, et les services secrets russes vont créer un faux dossier, ce qu'on appelle un compromat, donc pour le compromettre, comme le Mhm. titre l'indique, et pour qu'il se retrouve en prison, qu'il se retrouve dans la merde la plus totale, pour qu'il soit éliminé, hein, tout simplement. Et donc ils vont le faire passer pour un pédocriminel qui aurait eu des attouchements sur sa propre fille, qui a fait tout un tas de saloperies, qui a vu des sites abominables. Donc tout ça est monté de toutes pièces, rien n'est vrai. Donc tout de suite, il y a une empathie naturelle qui va se faire du téléspectateur envers ce type qui finalement ne fait chier personne, qui est un type qui est au demeurant a l'air très sympathique et à qui va arriver la pire des injustices. Et en plus de ça, on sait que les prisons en Sibérie, c'est pas les prisons comme en France. Hein. Là-bas, c'est Tu quelque chose m'étonnes. d'affreux, de terrible. T'es en enfer, hein, carrément. Et en plus de ça, comme tu le sais, dans les prisons, quand je dis tu le sais, c'est pas que tu as été en prison, Aurore, hein, on parle pas de ça, mais on le sait Merci. voilà, par culture générale, que les Oui, prisonniers qui sont des pédophiles, bah, par rapport aux autres exactement. Ce prisonniers, sont les pires. Ils sont maltraités. Enfin, c'est un peu normal dans voilà. l'absolu, mais
C'est ceux qui se font démonter. Les prisonniers entre eux Exactement. ne leur font pas de cadeaux. Exactement. Et lui, du coup, bah, il est emprisonné par rapport à ça. Il sait très bien que quand les prisonniers, ils vont lui dire, alors, t'es tombé pourquoi? C'est quoi ton code? C'est quoi ton code pour lequel t'es tombé? Lui, il le donne pas. Parce qu'il sait que s'il donne ce code, il est mort. Il est Donc, foutu. il va essayer de le cacher, sauf qu'à un moment donné, alors là, bon, c'est Ça un va se mini savoir. spoil que je fais, mais ça va se savoir. Il va se faire défoncer la gueule. Et le problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, son propre avocat va lui susurrer à l'oreille, parce qu'il va être remis en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique chez lui, mais il peut pas sortir. Il a pas le droit d'avoir un téléphone. En gros, il est en prison, mais chez lui. Parce ils savent que s'il reste là-bas, En il va se prison, faire tuer. Il va se faire tuer. Donc finalement, il fait de la prison en étant chez lui, mais il peut plus sortir. Il a 1 heure, je crois, par jour, juste pour faire les courses. Il y a 2 agents qui sont là pour le surveiller, pour voir qu'il parle avec personne, qu'il a d'interaction avec personne. Et donc, il est pris au piège chez lui, comme un rat enfermé dans un laboratoire. Et ensuite, son avocat va lui dire, écoute, là, il y a ton procès qui va arriver. Je vais te faire une confidence. Ils vont te refoutre en tôle. Donc, si tu as la possibilité, sauve-toi. Parce que lui, il pense naïvement que l'État français va lui venir en aide. L'État français, d'ailleurs, l'ambassade, sait qu'il a été victime d'un coup monté très rapidement, puisque les experts disent, en fait, ce mec-là, c'est pas du tout un agent de chez nous, ou un agent qu'on aurait ignoré, ou un double agent. C'est vraiment un gars qui a rien fait du tout, et on voit que les dossiers sont mal faits, que les montages sont vraiment, encore une fois, voilà, c'est risible, quoi. C'est grossier, voilà, exactement. Donc ils disent, ce mec-là, il est innocent. Et en même temps, on peut pas l'aider parce que si on l'aide, il y a un incident diplomatique avec la Russie. Donc on va le sacrifier. Et lui, à ce moment-là, il est abandonné par la France et il va se retrouver tout seul à devoir se sauver, à devenir l'ennemi public numéro 1 qui va être traqué par la Russie, par les forces spéciales du Spetsnaz qui sont les pires commandos et les plus voilà les plus dangereux, les plus costauds aussi. Et on se dit mais comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Et ce film est tiré d'ailleurs de faits réels. Alors, le prochain film dont nous allons parler, c'est Coupé. Oui, de Michel Hazanavicius, qui est une comédie horrifique, alors qui est présenté comme un film d'horreur de type série Z. Donc en fait, le plot, alors déjà c'est un remake d'un film japonais qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Ne coupez pas. En France, il y a, je sais plus quel producteur qui a obtenu les droits, et du coup Michel Hazanavicius a décidé de le réaliser. Donc c'est quoi? C'est en fait une équipe de tournage qui va tourner un film de zombies, voilà, et qui va être attaqué par de vrais zombies. Et donc là, le film devient la réalité. Les acteurs sont attaqués par des zombies pendant qu'ils sont en train de tourner leur film. Et là, on part dans le décor, dans ce qu'on appelle la série Z, voilà, où c'est très grossier, très mal fait, un peu gore, mais en même temps comique. Et en fait, ce film, je l'ai trouvé exceptionnel. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un hommage au cinéma. C'est un hommage à des gens qui sont passionnés, qui ont peu de moyens et qui vont devoir bricoler des trucs pour sortir des films avec le peu de moyens qu'ils ont. Et ça m'a renvoyé à une expérience personnelle. Donc voilà, c'est un film qui a fait écho, qui m'a rappelé aussi des souvenirs de comment on va tourner un film quand on n'a pas d'argent et comment on va essayer de trouver des ruses, de trouver des subterfuges pour réussir des séquences alors que il y a tout qui part en couille, il y a tout qui fonctionne pas, etc., etc. Et ça en dit aussi sur les relations humaines, sur comment on coexiste pendant un tournage, chacun avec ses angoisses, celui qui se la pète, celui qui au contraire est complètement novice et qui fait n'importe quoi. Et tout ce beau monde qui cohabite ensemble pour essayer finalement ils sont tous au service de l'œuvre qu'ils vont défendre. Et en fait, ce film se décline en 3 parties. Je te cache pas qu'à la fin de la première partie, j'ai failli me lever et quitter la salle en me disant qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit attends. Ce film, il a été salué par la critique, presse et spectateurs. Il a eu de très bonnes notes. Je me dis attends, peut-être que il y a un twist. Peut-être qu'en fait, ce qu'on nous montre, ce n'est pas la réalité. Peut-être qu'il y a un film dans le film. Peut-être que c'est pas aussi clair qu'on nous présente le truc au départ. Parce que le film démarre par un plan séquence du tournage justement de ce film-là, où ils sont attaqués par des zombies. Et tu sens qu'il y a des trucs complètement foireux, des trucs qui collent pas, ou des acteurs qui font n'importe quoi, des zombies qui font des trucs chelous. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce film est nul, en fait. Et ensuite, une fois que cette première partie est passée, on te replonge en arrière dans la préparation du tournage. Et là, tu comprends comment ils ont mis en place le tournage. Et là, tu vois toutes les problématiques liées au tournage, comment ils vont adapter ce truc, dont ils ont acheté les droits d'auteur, etc. Donc en fait, le film te montre carrément ses propres coulisses à lui. Et ça, c'est très intéressant de voir l'envers du décor. Et enfin, dans la 3e partie, eh ben, tu vois le tournage que tu as vu au début, mais avec toute la partie technique qu'il y a derrière, comment ils ont monté les scènes. Et pourquoi il y a des séquences qui étaient
qui était pas crédible, qui était pas lisible, où il y avait des soucis. Tu comprends en fait les problématiques qu'ils ont eues pendant qu'ils l'ont tourné. Et ce film, je l'ai trouvé formidable parce qu'en fait, il te prend à contre-courant à 2 reprises. Et tu vas dans un endroit et finalement, tu vas dans un autre truc qui n'a rien à voir. Et puis à la fin, tu te dis, bah en fait, ah mais en fait, c'était ça. Ah putain, ils m'ont bien manipulé, les salopards. Ils l'ont fait avec beaucoup de maestria et beaucoup de générosité aussi, avec peu de moyens. Et j'ai trouvé ce film, encore une fois, c'est une ode au cinéma et à comment on fait un tournage. Et ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Alors, le dernier film français que tu nous conseilles, c'est Goliath, un drame. Raconte-nous. Un drame qui est tiré de faits réels. Alors c'est un film Mhm, avec encore une fois deux grands, très grands acteurs, Gilles Lelouch, encore lui, parce qu'il mhm, n'arrête pas de tourner en ce moment, Et et Pierre Pierre Ninet. Ninet. Ouais, Pierre Ninet Mhm. qui est formidable. C'est un acteur qui a un petit côté jeune premier, voilà, très Oui, propre sur lui, le très gentil. intelligent, très gentil. On pense toujours voilà, que ça va être le héros. Ouais, Et en le fait, dans ce petit. film, Pas du tout. c'est ouais, Ouais, c'est l'inverse. c'est ça, c'est le petit minot au visage juvénile à qui on Mhm, confierait absolument tout, voilà, sans concession. Et en fait, ce film parle d'un événement qui est survenu en fait avec une société qui est spécialisée dans les insecticides. mhm, Donc voilà, on pulvérise ces trucs-là pour la production agricole, pour éviter que les mhm, fruits soient tapés par des insectes et que la production vienne à manquer pour nourrir les pays qui l'exportent et qui l'importent, etc. Et donc cette société-là, qui a très peu de scrupules, en fait, fournit un engrais, un produit, voilà, qui et ce détruit. produit-là qui effectivement va protéger les fruits et les légumes, mais qui va détruire la santé des agriculteurs qui le diffusent dans les champs, qui arrosent les champs avec ça, et qui provoque des cancers. Et en fait, le Mhm, film démarre par un procès d'une jeune femme dont la compagne, oui, donc c'est un couple homosexuel, donc lesbien, dont la femme a eu donc malheureusement le cancer, qu'elle est morte, et donc sa compagne porte plainte contre justement Cette les société. fabricants, voilà, cette société qui fabrique ce produit qui est nocif. Et Gilles Lelouch va défendre donc cette personne. Qui est Et au début l'avocat. du film, voilà, c'est l'avocat. Et au début du film, donc dès le départ, donc je spoil quasiment rien, il va perdre justement ce procès parce que la partie adverse estime que les causes de la mort ne sont pas nécessairement liées à ce produit-là. Parce qu'on considère que même s'il est peut-être nocif, il n'est pas plus nocif que des chips qui sont cancérigènes ou des produits qu'on consomme tous les jours qui eux aussi sont peut-être encore plus cancérigènes que ce produit-là. Donc si tu veux, c'est pas avéré à 100%. Et à cause de ça, il va perdre le procès. Cette compagne donc qui perd aussi, du coup, qui n'a pas pu obtenir justice pour la femme qu'elle aimait qui est morte de la maladie, va s'immoler par le feu devant le siège social de cette société. Et à la suite de ça, donc il va y avoir voilà, une onde de choc médiatique. Et donc, Gilles Lelouch va attaquer Tout seul. l'entreprise tout seul en essayant voilà, de garder les parents de la fille qui est décédée hein, et de faire en sorte qu'ils puissent témoigner justement en disant que eux aussi ont contracté des maladies, qu'ils ont eu des problèmes, qu'il y a plein de gens qui ont eu des soucis à cause justement de cette espèce d'insecticide pulvérisateur qui est affreux. Et c'est tout, voilà, c'est tout un procès qui va s'ouvrir où il va falloir faire témoigner des gens. Et Pierre Ninet, lui, quel est son rôle? Lui, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui incarne un personnage qui est redoutable par son intelligence, par ses facultés de désamorcer les conflits. On peut dire une sorte de mentaliste aussi parce que il est très bon en psychanalyse. Donc, il va tout de suite voir comment il va pouvoir piéger les gens, comment il va pouvoir se les mettre dans sa poche, comment il va pouvoir les manipuler. Et dans ce film, il va défendre donc forcément ces grosses industries, ces lobbies en fait, voilà, qui brevettent des produits qui sont très voilà, nocifs pour la santé et qui sont affreux. Et donc c'est le combat de David contre Goliath. Et c'est pour ça que le film s'appelle Goliath, parce qu'on va s'attaquer à des entreprises surpuissantes avec des avocats et des conseillers surpuissants qui vont essayer d'acheter les victimes avec de l'argent pour avoir leur silence. Et lui, justement, l'acteur incarné par Gilles Lelouch, ne veut pas se taire. Il en fait une affaire personnelle parce que par son passé, il n'a pas toujours flirté avec la légalité et il veut se racheter une conscience et faire un truc bien voilà, pour le monde et contribuer à arrêter de rendre malades les gens et de provoquer des cancers. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il va mener ce combat
un petit peu envers et contre tous, et ça va être un combat qui va être terrible pour lui. Et ce film, encore une fois, propose une vraie intensité, un vrai duel, un face-à-face entre lui et Pierre Ninet, qui est magnifique, de deux acteurs qui sont très investis, qui sont très justes dans leur interprétation. Et c'est un film qu'il ne faut absolument pas manquer. Alors, à contrario, on va parler à présent des flops de l'année 2022, c'est l'ensemble des films qui ne t'ont pas plu ou qui n'ont pas retenu ton attention, et tu vas rapidement nous expliquer pourquoi. Alors, dans les quelques films dont on va parler, déjà, on va pas s'étendre trop sur le sujet, parce que moi, je préfère Non. défendre des films qui méritent de l'intérêt, pas forcément ceux qui n'en méritent pas. Malgré tout, je tiens quand même à préciser à tous ceux qui regardent l'émission qu'il est toujours très important de se faire sa propre idée. Donc, c'est pas parce que je catégorise un film comme étant un flop Tout ou à parce que fait, ça moi, n'engage que personnellement, toi. voilà, je ne l'ai pas aimé, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne doivent pas, que ces films ne doivent pas être vus. Donc moi, je vous encourage toujours à vous faire votre propre idée. Les films dont on va parler très rapidement, donc il y a le film Nope. de Hope, voilà exactement, de Jordan Peele. Alors Jordan Peele, il s'est fait connaître au niveau mondial avec un énorme succès du film qui s'appelle Get Out, que certainement beaucoup ont vu, en tout cas entendu parler. On reprend le même acteur. Là, en fait, il est question d'un ranch où on a des éleveurs de chevaux, et ces éleveurs, en fait, vont dompter les chevaux pour Hollywood. Donc, ce sont les chevaux qui sont utilisés pour des tournages, pour des films. Et dans cette petite bourgade à côté d'Hollywood, il va y avoir un phénomène paranormal, des ovnis qui vont faire irruption avec des phénomènes un peu étranges. Et ce film-là, je l'ai trouvé parce qu'il est très mal rythmé. Il n'y a aucune intensité dans ce film, alors qu'on avait des intensités dans les précédents films de Jordan Peele. Même les acteurs sont aux abonnés absents. L'acteur principal, qui était pourtant excellent dans Get Out, là, il a un jeu qui est très plat, très monocorde. Décevant par rapport à ce qu'on Ouais, attendait. ouais, il n'y a pas d'émotion, il y a pas grand-chose. Le film est plat, le film, il se passe. On s'attendait à quelque chose d'autre, en fait, surtout de ce réalisateur. Et quand vous regardez les critiques sur Allociné, vous vous rendez compte que les critiques 0 étoile, c'est celle où il y en a le plus. Donc, énormément de gens ont été déçus par ce film. D'autres l'ont trouvé génial parce que il y a effectivement une certaine satire sociale sur des choses, des messages un petit peu subliminaux, etc. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu dans ce film. Et ce film m'a ennuyé, mais à mourir. Je l'ai coupé 3 fois pour vous dire à quel point il m'a pas du tout emporté, rien, que dalle. Voilà, donc pour moi, c'est un très mauvais film. Et voilà, c'est un film, si vous pouvez éviter de le voir et perdre votre temps, faites-le. Si vous voulez vous faire votre propre avis, voyez-le. Alors, l'autre film qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas convaincu cette année, c'est le Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oui, Why? parce que... alors, why? Alors, le film n'est pas mauvais en soi. En réalité, c'est un film qui est spectaculaire, qui est mené sur un rythme tambour battant, comme on dit, donc tu t'ennuies pas une seconde. Mais le problème en fait, dans ce film, si tu veux, moi, ce qui m'a un peu sorti du film, c'est que j'y ai pas cru à l'histoire. Je trouve que le scénario est très, très faiblard. Bon, toi, tu l'as vu aussi, donc tu sais de quoi je veux parler. Oui, je pense surtout que le problème maintenant des Marvel, c'est que si on n'a pas vu les 53 séries qui viennent nous expliquer le pourquoi du comment, on est un peu perdu. Alors bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai la chance d'avoir des enfants qui me casent les séries qu'il faut voir avant d'aller voir le film. Mais c'est vrai que quand on a juste envie de suivre les films au cinéma, on est un peu perdu et c'est dommage. Alors là, en l'occurrence, on peut être perdu effectivement par rapport à le personnage donc féminin. Donc ce personnage que tu nous rappelles qui s'appelle Vanda. Vanda, un poisson nommé Vanda qui n'a rien à voir. Non. Donc Vanda, parce qu'il y a Vendavision, bon. La série que tu as vue que moi je n'ai pas vue. Voilà, la exactement. série Vendavision, exactement. Voilà. Mais moi, Vanda, je l'avais connue en fait dans les films Avengers parce qu'elle a un rôle très important. Elle est dedans, c'est un personnage. Sauf que bon, voilà, elle a un peu tourné et qu'on comprend pas forcément pourquoi. Mais bon. Voilà, elle a salement tourné, j'ai envie de dire, puisque c'est l'antagoniste du film, c'est la méchante du film. Et moi, ce que j'ai trouvé foireux, c'est pas tant le fait qu'elle ait tourné, mais le motif qui a fait qu'elle a tourné. En l'occurrence, je veux, moi, dans ma vie, être une mère et élever des enfants. Mais c'est parce que tu n'as pas vu Vendavision. Mais bon, Voilà. Et moi, le scénario, du coup, il t'a pas convaincu. Non, parce que je me dis que les enjeux, les raisons qui l'ont poussé à être du côté obscur de la force, moi, j'y adhère pas, j'y ai pas adhéré, j'y ai pas cru, et je me dis que c'est dommage. Parce que pour moi, tout ça n'est pas crédible. Je comprends. Voilà. Je comprends. Mais malgré tout, attention, le film est bon, le casting est très bon, les effets visuels sont à couper le souffle. D'ailleurs, petite parenthèse, mon beau-frère, c'est lui qui a géré une partie des effets visuels, puisque c'est son métier, il travaille dans un très très grand studio à Londres.
Et donc voilà, donc je le salue, Alexis Weisbrot. C'est lui qui a géré des équipes, des centaines de personnes pour ce film. C'était un très très gros dossier, un très gros chantier pour lui cette année. Alors, les deux autres films que tu nous déconseilles plus ou moins, c'est des films qui ont été mal accueillis par la critique. Il s'agit donc de Black Adam et de Jurassic World, troisième volet. Le numéro 3, exactement. Alors, Jurassic World, paradoxalement, c'est un film qui a dépassé le milliard de dollars de recettes, ce qui est énorme. Et en même temps, c'est un film qui ne tient pas ses promesses. Bon, moi, j'ai vu la critique spectateur et presse avant d'aller le voir. Les notes n'étaient pas bonnes. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu un YouTuber que j'aime beaucoup dire que ce film était une arnaque, parce que contrairement aux idées reçues, à savoir que les dinosaures, finalement, avaient réussi dans le volet précédent à s'échapper de leur enclos et qu'ils allaient maintenant être un peu partout disséminés dans le monde entier et que des humains allaient se retrouver face à des dinosaures, sur le papier, c'est super alléchant. C'est un peu ce qu'on a vu dans Jurassic Park numéro 2, de la première trilogie, Le Monde Perdu, où là, les dinosaures sortent de cette espèce de grand parc qui est Jurassic Park, et là, ils vont être confrontés à des villages, des villes avec des êtres humains, exactement. Et je me suis dit, c'est vrai que ça avait l'air intéressant et très alléchant sur le papier, sauf que, en fait, pas du tout. Dans le film, on va parler d'autre chose. On va parler voilà, des biologistes, d'un truc qui va muter, des sauterelles qui vont envahir voilà, des terrains, qui vont bousiller des récoltes, etc. Et qu'il va falloir trouver un antidote par rapport à ça. Que l'entreprise qui a mis ces sauterelles au point, en fait, elle a un produit spécial. Du coup, les sauterelles ne vont pas dans les champs où il y a ce produit-là, donc ça va les enrichir. Donc encore une fois, on est dans comment on appelle ça, tu sais, les théories du complot, ce genre de choses. Donc c'est un film éminemment politique. Et moi, je pensais voir un film spectaculaire avec des dinosaures face à des êtres humains qui vont devoir se sauver ou réussir à s'en sortir. C'est le Jurassic de trop. Ouais, c'était pas utile de faire un film comme ça. Et voilà, c'est, si tu veux, le parti pris du film qui fait que finalement, c'est une fausse promesse, que c'est une sorte de trahison. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, en fait, j'irai pas le voir. Donc voilà, je l'admets. Peut-être que j'ai tort de ne pas l'avoir vu, mais ça m'a pas donné envie de le voir à cause de ça. Et le deuxième film, le deuxième film dont tu as parlé très rapidement, Black Adam, lui, je devais aller le voir et pareil, j'ai été refroidi par les critiques presse et spectateurs, même si la note est légèrement remontée ces dernières semaines. La raison, c'est que l'acteur principal, Dwayne Johnson, c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal. Autant sur certains films, je le trouve très sympathique et très bon, notamment dans Fast and Furious ou d'autres films un peu d'aventure, parce qu'il a une bouille sympa et il roule des mécaniques, il se prend pas au sérieux, il a un côté un peu décalé que j'aime bien. Autant dans des rôles, dans certains rôles, je le trouve pas crédible. Et en fait, je l'imaginais pas du tout en super-héros. Et il m'a pas chauffé plus que ça. Et comme j'ai pas eu le temps de voir énormément de films cette fin d'année pour des raisons que tu connais, je peux peut-être le dire à l'antenne. Voilà, je me suis marié récemment, donc j'ai pas eu forcément le temps de tout voir. Et merci beaucoup. Il a fallu malheureusement faire l'impasse sur certaines œuvres. Et Black Adam ne m'a pas intéressé plus que ça. Alors ça veut pas dire que c'est un mauvais film, mais c'est un film que j'ai lu un petit peu bourrin. Et moi, les films bourrins, estampillés Marvel ou DC Comics, j'en ai vu tellement qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus trop. Voilà. Alors, le dernier flop... Ah, excuse-moi, une dernière chose pour finir. Le film Black Adam a à peine rapporté ce qu'il a coûté. Donc, c'est un film qui est juste rentable, mais juste, alors que ce genre de film est supposé normalement rapporter des millions. Rapporter énormément, pour pas dire des milliards. Donc, ça a été un camouflet au box-office. Alors, le dernier film que tu as casé dans la catégorie flop, à ma grande surprise, c'est le film Novembre, qui pourtant était un film vraiment très, très, très attendu. Alors, c'est un film qui est très attendu. Pourquoi. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que, alors, déjà, flop n'est peut-être pas le mot. Je reconnais que j'ai été un peu dur. C'est pas un flop. Dans ceux que tu as moins aimé, que tu conseilles voilà, pas, en tout cas. C'est un film, on va dire que c'est la déception pour moi de l'année. Alors, déception de l'année parce que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais, en fait, ni plus ni moins qu'au film de l'année. De la même manière que Cédric Jiménez a fait de Bac Nord, le film qui m'a le plus marqué l'année dernière, qui est un film français qui est exceptionnel. Je m'attendais que sur un film, quand même, sur les attentats du 13 novembre, qui est un petit peu considéré comme le World Trade Center, le 11 septembre français,
Je me suis dit, s'il y a une telle intensité dans Bac Nord, mais qu'est-ce que ça va être sur novembre? Ça va être monumental. Et donc, le film, je le voyais comme un film qui allait être le film de l'année, le film exceptionnel, le film à ne pas manquer. Et j'étais, mais hyper déçu. Par deux choses, je vais relever uniquement deux choses parce que j'ai pas le temps de faire une analyse complète. La première, c'est son casting. Je l'ai Tu as été trouvé déçu par Jean Dujardin dans le rôle du... déçu, oui et non. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un truc exceptionnel parce que je connais Jean Dujardin, c'est un excellent acteur au demeurant, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais je le trouvais pas forcément crédible dans ce genre de rôle, d'être à la tête d'un service voilà de sécurité, de chapeauter les forces de police, les enquêtes, voilà la DST, la DGSE, enfin tout enfin le DGS, ouais DGSE pardon. Donc tout, enfin, tout ce qui est service secret, etc. pour remonter, retrouver ceux qui avaient fait ça, les connexions et tout. Je pense que c'était pas forcément un rôle pour lui parce que c'est quelqu'un qui a des certaines mimiques, une façon de jouer qui est beaucoup plus crédible et beaucoup plus dans le comique que dans quelque chose de dramatique, quelque chose de grave sur des choses avec des sujets très sérieux. Et j'ai du mal à le voir là-dedans. Et là, pour le coup, il a fait le taf, il a fait ce qu'il devait faire, mais c'est pas non plus transcendant, comme aurait pu le C'est faire, décevant. voilà, Gilles Gilles Lelouch dans Lelouch. Bac Nord, ou même François Civil, qui est un acteur que j'adore, qui est peut-être le meilleur acteur de sa génération en France, qui aurait été peut-être même plus crédible, en tout cas au regard de ce que m'a dit ma femme. Elle m'a dit François Civil aurait été peut-être mieux dans ce rôle-là. Et alors, que dire de Sandrine Kiberlin? Je n'ai jamais vu une actrice aussi mauvaise dans un film avec une intensité qui doit être complètement folle. Elle est aux abonnés absents, elle est fade, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune intensité dans son jeu, c'est pas nourri. Elle vient, elle balance son texte et au revoir. À un moment donné, il y a la réunion de crise. À la suite des attentats, tout le monde est un peu KO debout. Il faut réunir les différents services. On est vraiment on the fire, comme on dit. Et elle est là. Oui, mais est-ce que tu penses que, en même temps, j'ai envie de dire, on dirait que la nana, en fait, elle est en train d'expliquer que elle n'a pas trouvé de pain à la boulangerie et qu'elle va rentrer à la maison sans avoir pu acheter du pain, quoi. Mais c'est, je sais Bon, pas c'est mal comment. joué. T'as pas aimé. Non, et puis surtout, j'en veux aussi à la direction d'acteur, parce que pour moi, quand un acteur est mauvais, le réalisateur doit pouvoir le diriger et sortir quelque chose. Quand un acteur n'est pas chargé avant une scène, quand un acteur c'est pas viscéral, ça vient pas de l'intérieur, quand c'est surjoué ou quand c'est juste récité, ça s'entend, ça se voit. Et toi, quand tu es derrière une caméra, tu dois le voir ça, et tu dois emmener ton acteur là où tu dois l'emmener. Et autant sur Bac Nord, les acteurs sont tous, mais tous hyper investis. Il y a une putain d'intensité du début jusqu'à la fin du film qui te sort les poils. Autant dans ce film, les meilleurs acteurs sont les rôles secondaires. Ce sont les acteurs incarnés par celle qui va justement trahir la terroriste. C'est le mec qui va être dans la salle d'interrogatoire à qui justement Jean Dujardin va lui mettre une grosse baffe dans la gueule parce qu'il est en train de le chauffer, il est en train de dire Allahu Akbar en essayant de le provoquer. L'acteur, donc Rebeu qui joue ça, putain, il sort le truc, c'est viscéral, on dirait un terroriste. C'est vraiment une merde, t'as envie de le prendre, de lui éclater la tête. Parce qu'il le joue très bien. Et par contre, les rôles principaux, je trouve que ça manque de panache. Et donc, c'est ce qui m'a gêné dans ce film. Et ce qui m'a gêné aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas l'intensité que j'avais dans Bac Nord. Et je m'attendais à un truc, encore une fois, où t'es là, t'es accroché à ton siège, t'es comme un dingue, t'as envie de, tu vois, t'es électrisé par le contexte et tout. Et en fait, je l'ai trouvé un peu fade, quoi. À part la fin, où effectivement, on la connaît, il y a un assaut. Donc là, effectivement, il y a plus d'intensité, il y a, voilà, ça te maintient. Mais si tu veux, quasiment les trois quarts du film, tu le vois passer et ouais, tu dis ouais, je vois un film sur. T'as pas l'impression de voir un film sur les attentats du 13 novembre. 13 Tu dis, novembre. je vois un film assez banal finalement. Et c'est ce qui m'a déçu. Alors, écoute Rudy, merci beaucoup pour cette rétrospective 2022. On va vraiment très succinctement, juste pour vous donner l'envie, vous lister l'ensemble des films que nous attendons sur 2023 pour vous mettre l'eau à la bouche et qui, j'espère, feront partie de notre top 10 l'année prochaine en 2023. Donc ces films sont... Alors, on a le dernier Steven Spielberg, donc de Fabelmans, qui va raconter un petit peu sa vie. C'est un film qui est, voilà, donc c'est une sorte d'autobiographie. Donc c'est un film qui est très attendu, qui va sortir cette année. On a John Wick
chapitre 4 avec Keanu Reeves, qui est aussi très très attendu, qui a été tourné en partie d'ailleurs à Paris. On a Oppenheimer de Christopher Nolan, qui est un immense réalisateur. Donc il sera question d'une personne réelle qui a existé par rapport à la confection de la bombe atomique. Donc c'est un film qui va parler de ça. On a Babylone de Damien Chazelle. On a David Fincher, Indiana un film Jones. qui s'appelle The Killer. Indiana Jones, le prochain, donc qui va sortir avec Harrison Ford, qui est également très attendu. On a le prochain Mission Impossible qui va s'appeler Dead Reckoning, partie 1 de Christopher McQuarrie. Et on a le film Napoléon de Ridley Scott, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Donc tout ça, c'est des grands réalisateurs. Donc toujours, les films des grands réalisateurs sont attendus, surtout ceux qu'on n'a pas vus depuis un certain nombre d'années, parce qu'on sait qu'ils préparent quelque chose d'assez conséquent. Et on a un film qui s'appelle The Whale de Darren Aronofsky, qui est un immense réalisateur également, et qui va être interprété par un Brendan Fraser qui est méconnaissable, puisqu'il joue le rôle d'une personne obèse, et apparemment lui aussi va être bien placé pour éventuellement grappiller un Oscar. Donc voilà ce qu'on peut dire des films qui sont attendus l'année prochaine. Eh bien, écoute, Rudy, merci pour cette analyse complète, je dirais, de toute cette année cinématographique. Je te dis à très bientôt sur Tandem TV, j'espère avant l'année prochaine, pour nous faire part de tes envies, de tes coups de cœur et de tes coups de gueule au niveau du cinéma à l'année à venir. À très bientôt. Merci à toi, Rudy. ma chère Aurore. Une dernière chose. On n'a pas parlé d'un film qui est le grand absent de cette émission, mais je suis obligé de le citer parce qu'au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti. C'est Avatar. Avatar de James Cameron, donc le numéro 2, qui va sortir donc prochainement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans cette émission et je m'excuse auprès de tous les fans qui attendaient qu'on parle, qu'on évoque ce film. Malheureusement, il n'est pas sorti. C'est une sortie mondiale le 14 décembre et donc on ne pouvait pas en parler ce soir. Voilà, ma chère Aurore, merci de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à toi, merci de nous avoir éclairés. Je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt.